Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre dernier bulletin de nouvelles hebdomadaires Infotémis de l'année 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine à Infotémis, nous avons la Fondation Legs de nos aïeux de Rimini lance son tout nouveau site Internet. Les restaurateurs de la région notent une baisse importante au niveau de l'achalandage. Le Témiscamingue ontarien a maintenant son refuge pour les sans-abri. 500 millions de dollars pour aider les MRC à s'adapter au changement climatique. Une bonne nouvelle qui réjouira les retraités. Un tremblement de terre secoue l'ouest du Québec. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télébingo hebdomadaire. Les membres cofondateurs du tout nouvel organisme qu'est la Fondation Legs de nos aïeux de Rimini sont fiers d'annoncer le lancement de leur tout nouveau site Internet. L'organisme à but non lucratif s'est donné pour mission de protéger, restaurer, conserver, valoriser, interpréter et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel et les biens d'un intérêt exceptionnel et d'importance nationale situés sur le territoire du Témiscamingue, plus particulièrement celui de Rimini. Le patrimoine est un bien public. Il est une vitrine hors pair de l'histoire d'une communauté ainsi que de l'identité et des particularités d'un milieu. Le patrimoine fait en sorte qu'une communauté peut se distinguer et se développer durablement lorsqu'elle affirme sa différence et qu'elle met en valeur ce qui la rend à nul autre pareil sur le plan de son histoire. Le patrimoine doit être perçu comme un levier de développement incontournable. L'histoire de Rimini est riche et documentée par de nombreux ouvrages et documents d'archives audiovisuelles légués par nos prédécesseurs, soucieux de garder la trace de cette entreprise de colonisation. Le patrimoine matériel et immatériel de Rimini fait écho à celui d'autres communautés rurales du Témiscamingue. C'est pourquoi la Fondation Legs de nos aïeux de Rimini croit en outre que l'actuel site historique de l'église Saint-Urbain et celui de l'éventuel musée historique du Moulin à Aube-la-Jeunesse sont des projets patrimoniaux d'intérêt régional, voire même national, et méritent ainsi d'être soigneusement protégés sous une ombrelle pérenne et formellement constituée. C'est le rôle qui fut attribué par les membres de la communauté à la Fondation Legs de nos aïeux de Rimini. Depuis des mois que les membres du conseil d'administration travaillent conjointement avec une firme spécialisée en médias numériques au développement du contenu de son site Internet. Il est désormais en ligne pour le plaisir de vos yeux et pour la satisfaction de votre curiosité d'amateur de patrimoine. Le site vous informera notamment à propos des projets que la Fondation Legs de nos aïeux de Rimini entretient, ceux en cours de réalisation et ceux à venir. Le site vous permettra de faire un don en ligne de manière sécuritaire afin que l'organisme puisse mener à bien sa mission patrimoniale et touristique. N'hésitez pas à naviguer le tout nouveau site intitulé fondationrimini.com. Les restaurateurs de la région notent une baisse importante d'achalandage depuis quelques mois. L'Association Restauration Québec observe d'ailleurs depuis juin une tendance générale au Québec où les clients se font plus rares. Mathieu Mauduit, propriétaire du restaurant L'Audacieux de Ville-Marie, cherche le pourquoi du comment. Il remarque depuis la fin août que son restaurant ne se remplit pas autant qu'à la première moitié de l'année. Le restaurateur avoue s'être remis en question. Il a posé la question des clients réguliers. Les clients lui ont répondu ne plus pouvoir venir 1 à 2 fois par semaine malgré de bons salaires. Maxime Desrochers, chef et propriétaire du restaurant Le Sainte-Anne de Ville-Marie, en est arrivé au même constat que son homologue. Il mentionne qu'il voit la différence. Il a observé que cet été, il n'y a pas eu l'achalandage qu'il y avait auparavant. Le chef et propriétaire du Sainte-Anne de Ville-Marie, Maxime Desrochers,
travaille seul dans les cuisines les 4 soirs d'ouverture de son restaurant. Selon lui, la pandémie a profondément modifié les habitudes des clients, en faisant notamment référence aux plats à emporter. Les gens ne sortent plus autant et ils le disent, c'est important d'aller manger dans les salles à manger, ça fait vivre le service, ça fait vivre les employés. La période des fêtes est généralement une période lucrative, mais pas cette année, constate Carmen Lévesque, la copropriétaire de la brossette Thème Rose de Témiscamingue. À l'approche du temps des fêtes, avec les regroupements en famille et entre amis, les opportunités sont plus fréquentes de contracter les symptômes du rhume et de la grippe. Mais que faire si vos symptômes persistent? Le réflexe habituel est souvent de se rendre aux urgences du centre de santé pour consulter un médecin. Cependant, il existe une autre alternative. À la clinique infirmière du Témiscamingue, il est possible de rencontrer rapidement un professionnel de la santé, notamment des infirmières praticiennes spécialisées. Elles peuvent prendre en charge divers aspects de la santé des patients, réaliser des bilans sanguins complets, traiter des douleurs persistantes et accompagner les patients sans médecin de famille nécessitant des renouvellements de prescription. Pour prendre rendez-vous pour un mal de gorge ou de symptômes grippaux, l'attente peut varier d'1 à 3 jours. En clinique privée, il est vrai que le coût peut être un frein pour certains. Cependant, les services peuvent être déductibles d'impôts ou remboursés par des assurances privées. Une personne malade peut aussi faire appel aux pharmaciens dans plusieurs cas. Selon l'Ordre des pharmaciens du Québec, les responsabilités des pharmaciens ont été étendues pour répondre aux besoins de la population. Désormais, votre pharmacien peut prescrire des médicaments pour des problèmes de santé mineurs ou préventifs, traiter la grippe, prolonger une ordonnance, administrer des vaccins. Ils peuvent également ajuster un traitement prescrit, substituer un médicament par un autre ou demander des analyses de laboratoire pour évaluer l'impact du traitement. En 2024, les tests de dépistage du streptocoque et autres maux de gorge seront offerts directement en pharmacie. En cas de résultat positif, un antibiotique pourrait être prescrit. Les pharmaciens sont formés pour orienter les personnes présentant des symptômes de rhume ou de grippe nécessitant une consultation médicale. En ce qui concerne la COVID, les pharmacies proposent désormais des tests rapides directement en rayon, offrant aux personnes atteintes de maladies chroniques ou à la santé fragile la possibilité d'effectuer un suivi plus actif. De plus, à la suite d'une évaluation appropriée, les pharmaciens proposent un médicament permettant de réduire les risques de complications et d'hospitalisation. Les pharmaciens procèdent également à l'évaluation de votre dossier afin de déterminer si ce médicament vous convient. Il est également possible d'obtenir des vaccinations contre la grippe et la COVID administrées par nos infirmières spécialisées. Avec l'évolution des pratiques médicales et des services offerts par les pharmacies et les cliniques infirmières, les alternatives à une visite aux urgences se multiplient. Ces options offrent une opportunité précieuse pour une prise en charge rapide, ciblée et personnalisée, contribuant ainsi à l'amélioration de la santé globale de la population. Un mode de taxation est jugé inéquitable par des riverains de Témiscamingue. Le système de taxe municipale de la ville de Témiscamingue est remis en question par un comité de citoyens non desservi. Ceux-ci s'inquiètent de voir leur compte de taxes grimper malgré leur indépendance en eau et en installations sanitaires. Ils estiment que leur contribution devrait être révisée à la baisse, une proposition que la Ville rejette. Le comité entreprend des démarches auprès de la Ville afin que les taxes ne soient pas systématiquement attribuées pour l'ensemble de la population. Selon le comité, la décision de la Ville n'est pas équitable envers un groupe quand même assez important de gens et demande que les élus en fassent la révision. On estime à près de 300 le nombre de propriétaires de terrains non desservis dans la municipalité. Selon le comité, c'est une taxe par secteur qui devrait être appliquée pour financer les projets impliquant les aqueducs et les égouts en ville plutôt qu'une taxe générale.
Les riverains ont établi, d'après leurs recherches, que leur taux devrait plutôt se situer à 25 pour financer de telles infrastructures car ils ne seront jamais raccordés au système de la ville. Donc, pourquoi devoir payer pour cela? Le comité demande d'avoir une méthode de taxation équitable. Il y a des gens qui ont commencé à vendre leur maison parce qu'ils n'arrivent plus. C'est du monde retraité et à revenu fixe. Les riverains assurent vouloir payer leur part de taxes pour les services dont ils bénéficient en tant que citoyens, soit la surface des routes et l'utilisation de l'eau par les écoles. Des membres du comité ont récemment analysé la façon de taxer la population de Témiscamingue. Outre l'usine de traitement des eaux, ils rapportent qu'aucun autre règlement d'emprunt n'a été financé selon une méthode à pourcentage. Les riverains attestent avoir payé à date plus que leur juste part. Mais ce qui a plutôt éveillé le comité, c'est le fait que l'évaluation foncière des maisons en rangée est moindre que les résidences adjacentes à un lac. Dernièrement, la Ville a entrepris d'importants travaux sur la rue Boucher, sur laquelle se trouve une école. Dans les prochaines années, elle s'attaquera notamment aux avenues Envic et Mureuil, deux artères fréquentées. En réponse aux demandes du comité, le conseil municipal a présenté différents scénarios de taxation. Le mode actuel prévoit une hausse générale de 19 % en 5 ans pour financer les projets d'infrastructure, alors que le comité citoyen propose une hausse de 28 % pour les gens en ville contre 12 % pour les riverains. La situation avec l'usine RYAM, qui contribue à la hauteur de 36 % des revenus de taxes et qui est aussi non desservie, risque d'être complexe si le scénario des citoyens allait de l'avant, estime Pierre Gingras, maire de Témiscamingue. Ce dernier affirme que la réfection des rues et des infrastructures pour les 5 prochaines années coûtera 12 millions de dollars. M. Gingras souligne que le conseil municipal s'est rendu compte que c'était pratiquement impossible de changer notre taux de taxe parce que ça devenait que les non desservis ne paieraient pas et que les desservis auraient une hausse trop importante. Donc, on ne trouvait pas ça juste et équitable pour l'ensemble de la population. Ce que dit la loi, un conseil municipal doit voter la façon dont sera financé chaque règlement d'emprunt pour les projets d'infrastructure. Les élus sont libres de choisir le mode de financement et de déterminer s'il sera appliqué à l'ensemble de la population ou seulement à une partie. La professeure à l'UQAM et spécialiste en gestion municipale, Danielle Pilette, note que le taux de taxation est généralement réparti selon le bénéfice attendu pour la population. Pour ce qui concerne les aqueducs et égouts, ça va être en particulier les propriétaires desservis qui vont recevoir la facture. Maintenant, il n'est pas certain qu'ils reçoivent 100 % de la facture. La municipalité pourrait dire que même si on n'est pas en secteur desservi, on en tire quand même un certain bénéfice, explique Mme Pilette, en citant en exemple les écoles, hôpitaux et commerces du noyau urbain. La spécialiste évalue que dans un tel scénario, un pourcentage pouvant aller par exemple à 25 ou 30 % de taxes serait envisageable pour des propriétaires non desservis. En ce qui concerne les routes, tout va dépendre du statut qu'on va donner à la rue municipale, indique Danielle Pilette. Si c'est une route collectrice ou plutôt résidentielle, la répartition des taxes foncières ne sera pas la même. Le comité de riverains a récemment entrepris des démarches de révision auprès de la Commission municipale du Québec. La récente entente financière entre le gouvernement du Québec et les municipalités pourrait aider l'Abitibi-Témiscamingue à surmonter des catastrophes naturelles comme les feux de forêt, estime la préfète Claire Bolduc. Une somme de 500 millions de dollars. C'est l'un des montants que Québec accepte de mettre à la disposition des municipalités et des municipalités régionales de comté pour les aider à s'adapter aux contre-coups des changements climatiques. La préfète Claire Bolduc vante plusieurs caractéristiques de la déclaration de réciprocité. On l'appelle le Fonds climat, explique Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Il est disponible au MRC pour relever les grands enjeux de chacun de ces territoires
et pour les aider à élaborer un plan d'action pour combattre et s'adapter au changement climatique et à tous les dérèglements qu'il entraîne. C'est l'un des points qui ressort de la récente déclaration de réciprocité signée jeudi dernier entre le gouvernement du Québec et l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et les villes de Montréal et de Québec. Cette entente succédera au pacte fiscal signé en 2019 et qui a forcé de loi pour une période de 5 ans. Comme avec le pacte fiscal, l'objectif est d'aider les municipalités à financer leurs différentes activités. Les feux de forêt de l'été dernier représentent un épisode dramatique directement lié au dérèglement climatique, enchaîne Mme Bolduc. De prévoir la fragilité des milieux et de les rendre plus performants, les moyens dont disposeront les MRC les aideront à accomplir ce travail. Claire Bolduc, qui siège à l'exécutif de la FQM, se réjouit également de la somme de 470 millions de dollars débloquée pour soutenir les commerces de proximité. Elle juge indispensable de maintenir les services gouvernementaux et les services aux citoyens actuellement en place au Témiscamingue. Au lieu de renouveler l'entente tous les 5 ans, la déclaration de réciprocité nous permet d'être en discussion en temps réel avec le gouvernement. 2 fois par an, le gouvernement débattra avec le monde municipal pour déterminer comment nous pouvons aborder les enjeux d'actualité, complète-t-elle. Un autre point important se retrouve sur la table selon Jacques Demers, président de la FQM et maire de Sainte-Catherine de Hatley, en Estrie. Il s'agit du partage et de la répartition de certains revenus générés par la taxe de vente du Québec. Selon lui, c'est le point le plus important. Le point de croissance annuel de la TVQ représenterait cette année une somme de 445 millions de dollars à répartir entre les villes. Ce montant pourrait atteindre 1 milliard de dollars en 2023, soutient Jacques Demers. Cette disposition a été inscrite au projet de loi 39, adopté le 8 décembre dernier à l'Assemblée nationale. Ça va être moins facile si quelqu'un veut un jour la sortir de là, poursuit le maire de Sainte-Catherine de Hatley. On doit encore, d'ici le 15 avril, regarder de quelle façon cet argent sera divisé entre les municipalités, ajoute M. Demers. Actuellement, la répartition se fait presque uniquement sur la base de la population. Les travailleuses de rang de l'Abitibi-Témiscamingue souhaitent faire connaître davantage leurs services auprès notamment des nouveaux agriculteurs de la région. Elles sont actuellement 3 à agir comme intervenantes sociales dans le milieu rural agricole. C'est le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue qui chapeaute l'équipe des intervenantes. Cet été, elles ont lancé le projet Nourrir des liens, en distribuant des boîtes de produits régionaux aux agriculteurs un peu partout sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Un deuxième jeu d'évasion est également en cours de préparation pour faire le tour de la région l'été prochain. Le fait d'avoir un service, ça met en lumière des besoins. Donc, quand le projet pilote a été mis sur pied parce qu'on croyait que c'est un besoin, mais avec l'implantation des travailleuses de rang sur le territoire, ça a prouvé que le besoin était bel et bien réel et grandissant avec les années. Je pense que le service est de plus en plus connu. Donc, les gens l'utilisent aussi de plus en plus, insiste Sabrina Odette-Godin. Elle souhaite voir le nombre de travailleuses augmenter sur le terrain. C'est sûr que c'est une question de financement, mais idéalement, si on pouvait être 2 au Témiscamingue et 2 en Abitibi, ça ne serait pas de trop, ajoute-t-elle. Un peu plus d'une centaine d'interventions ont déjà été effectuées depuis le mois de mars. Un chiffre appelé à augmenter dans les prochains mois, insiste Sabrina Odette-Godin. Les domaines d'intervention des travailleuses sont assez variés, précise Charlie Tridel, qui est sur le terrain depuis un peu plus d'1 an, et ça touche aussi la population en général pour la sensibiliser aux réalités du monde agricole. Elle insiste pour dire qu'il est important de se rapprocher surtout des nouveaux agriculteurs qui ne connaissent pas leurs services. Selon elle, plusieurs sujets de préoccupation ressortent de ces discussions avec les agriculteurs.
Il y a l'augmentation des coûts des intrants, aussi cette année, particulièrement avec les feux de forêt. Ça a plus touché l'Abitibi-Ouest, mais d'autres régions, comme l'Abitibi, ça a causé une grosse sécheresse. C'est sûr que c'est une difficulté qui ressort aussi, précise la travailleuse Charlie Trudel. Le Témiscamingue ontarien a maintenant son refuge pour sans-abri. Depuis 5 ans, Yves et Liane Payet travaillent à doter leur communauté New Liskeard d'un centre d'hébergement pour itinérants et personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Le Zach's Crib, nommé en l'honneur de leur fils, est fin prêt à accueillir ses premiers visiteurs. Le couple a eu l'inspiration d'offrir un toit et de l'amour aux sans-abri après que leur garçon Zachary, toxicomane et aux prises avec des problèmes de santé mentale, s'est retrouvé à la rue. C'est un projet qui vient du cœur avec les expériences qu'on a vécues. Comme parents, c'était la décision la plus difficile qu'on n'a jamais fait, être obligé de dire à notre fils que la maison, ce n'est pas une option, c'est mieux Liane. Elle se demande encore où se trouvait son fils pendant ces froides journées d'hiver du nord de l'Ontario. Liane Payet, cofondatrice du Zach's Crib, ajoute qu'on savait qu'il n'y avait pas juste notre fils, il y a plusieurs filles et garçons qui souffrent. Et les familles souffrent énormément. Zachary s'est depuis repris en main, mais ses parents ont pris conscience qu'il y avait tellement un manque dans le système en ce qui a trait aux services offerts pour les personnes en milieu rural. Yves Payet mentionne que c'était soit North Bay, Timmins ou Sudbury pour avoir des services. Ces communautés sont situées à plus de 150 km de New Liskeard. John Venthoff, député provincial de Timiskaming-Cochrane, a constaté que les problèmes de santé mentale et l'itinérance sont dorénavant aussi graves pour les personnes dans les petits villages ruraux. Il connaît bien l'histoire des Payets et les embûches qu'ils ont dû traverser pour concrétiser le projet et que sans les efforts d'Yves et de Liane, le projet ne serait jamais arrivé. Le gouvernement ne paie pas pour bâtir les refuges. Il paie pour le fonctionnement, mais pas pour la construction, ajoute le député néo-démocrate. Le politicien a pu être témoin de l'effort citoyen visant à concrétiser le refuge qui viendra en aide aux personnes des villes situées entre Curtin Lake et Temagami. Hugo Rivet, un bénévole impliqué dans presque toutes les causes à Hellbury, a récemment mobilisé l'organisation du festival de bière artisanale Le Nord en Fût pour qu'elle offre une partie des profits du rendez-vous estival au Zach's Crib, soit un montant de 44 000 $. Je dirais qu'à Témiscamingue Shores et Cobalt, on voit des gens qui ont besoin d'aide et du soutien parce qu'on les voit dans les rues, raconte le bénévole, qui a été particulièrement touché par la cause. Dans les dernières années, on voit un besoin dans la communauté, ajoute celui-ci qui est propriétaire d'une entreprise au centre-ville de Hellbury et qui voit défiler des gens dans le besoin devant son commerce. Yves Payet est reconnaissant de l'appui de personnes comme Hugo Rivet, sans quoi le refuge n'aurait jamais vu le jour. Le Zach's Crib ouvrira d'un jour à l'autre avec une douzaine de lits et un lit supplémentaire pour l'isolement préventif. On y trouve aussi une salle commune avec téléviseur, piano et table de ping-pong. Le refuge est aussi doté d'une cuisine, 3 salles de bain, dont une pour les personnes à mobilité réduite, d'une salle à manger, une salle d'examen et une salle de prière. Les portes du centre vont ouvrir quotidiennement à 22 heures la semaine et les visiteurs devront quitter l'établissement avant 8 heures le lendemain matin. La fin de semaine, il sera possible pour eux de trouver refuge à l'intérieur entre 10 heures et 16 heures. On est content qu'on puisse finalement aider nos gens. Il n'y a personne qui devrait être obligé de coucher dehors. On veut être là pour les aimer, les encourager à pouvoir trouver une place et stabiliser leur vie, lance Liane Payet en guise de conclusion. Le magasin des chaînes de la Sarre ouvrira une succursale à Rouyn-Noranda au printemps 2024. L'entreprise, qui célébrera ses 50 ans en 2024, se spécialise notamment dans les jeux, les jouets, ainsi que les décorations et accessoires pour la maison. La boutique de Rouyn-Noranda sera située dans l'ancien local du club vidéo, à l'angle de la rue Gamble et de l'avenue Horn.
Le copropriétaire de l'entreprise, Mario Deschaines, indique que la succursale de Rouyn-Noranda intégrera des nouveautés, mais que la recette qui a fait le succès du magasin de la Sarre sera appliquée. Alors que certains travaux intérieurs sont déjà commencés, M. Deschaines affirme que les travaux de la devanture extérieure débuteront pour leur part en janvier. Il y aura 2 planchers de vente avec l'ajout d'escaliers et d'ascenseurs. Le propriétaire fait remarquer qu'il veut vraiment créer une ambiance qui se démarque d'un magasin à grande surface où c'est froid et qu'il n'y a pas d'ambiance. Alors que la boutique de la Sarre compte sur près de 11 500 pieds carrés de surface, celle de Rouyn-Noranda offrira environ 10 500 pieds carrés d'espace pour les consommateurs. Le magasin Deschaines propose de nombreux accessoires et articles décoratifs pour la maison. Face à la concurrence du commerce en ligne et des grandes surfaces, Mario Deschaines met notamment de l'avant la qualité du service à la clientèle offert dans son magasin. Il y a plein de magasins à grande surface, mais nous, on se veut un hybride à tout ça. Oui, on est grand, mais on n'est pas infiniment grand. Face à la concurrence en ligne, tout ce que la vente en ligne ne donne pas, nous, il faut le donner. La présentation, le service, l'ambiance, c'est là qu'on se démarque, soutient-il. Avec sa partenaire Marie-André Mercure, également copropriétaire, Mario Deschaines soutient travailler sur le projet d'expansion à Rouyn-Noranda depuis plus d'1 an. Lorsque le local de l'ancien club vidéo s'est libéré, le duo a rapidement saisi l'occasion. Il se répétait sans cesse, si on avait un 2e point de vente plus central dans la région, on irait chercher une autre clientèle qui ne vient pas actuellement, souligne l'homme d'affaires. Sur Facebook, la publication faisant l'annonce de l'ouverture d'une succursale à Rouyn-Noranda a recueilli plus de 3000 réactions, commentaires et partages. M. Deschaines souligne le fait que quand tu vois des commentaires de ce genre, c'est notre motivation, ça nous donne du gaz. On prend la peine de lire les commentaires et ça nous donne une bonne idée pour bien faire notre départ à Rouen. Sans être en mesure de s'avancer sur une date précise, Mario Deschaines indique souhaiter ouvrir le magasin de Rouyn-Noranda avant la fin du printemps 2024. 6 personnes sur 10 sont victimes de violences conjugales dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Près du tiers des Témiscabitibiens âgés d'au moins 18 ans ont été victimes de violences par un partenaire intime au cours de leur vie. C'est ce que révèle l'enquête québécoise sur la violence commise par des partenaires intimes de l'Institut de la statistique du Québec 2021-2022, dévoilée le 14 décembre dernier. Dans une proportion d'un peu plus de 37 %, ce sont les femmes qui subissent le plus une forme ou l'autre de violence, avec environ 10 % des gens de la région victimes de violences sexuelles par un partenaire intime. L'intervenante gestionnaire au point d'appui de Rouyn-Noranda, le CALAC, de Rouyn-Noranda, Judy Nouri, rappelle l'importance des services comme les leurs. Tous les administrateurs de la bibliothèque de Rouyn-Noranda démissionnent. La Ville de Rouyn-Noranda assumera par intérim la gestion de la bibliothèque qui connaît des problèmes financiers alors que l'ensemble des administrateurs a démissionné cette semaine. La direction générale, Myriam Lefebvre, a d'abord annoncé sa démission au conseil d'administration, puis tous les membres, dont le président Bernard Barrette, ont fait le choix de quitter leurs fonctions. Madame Lefebvre, qui était en poste depuis moins de 3 mois, explique sa décision comme un signal d'alarme concernant la situation financière de la bibliothèque. Elle dit que sa décision a été motivée par une difficulté financière de la bibliothèque et le désir de mettre tous les intervenants en lien pour être capable d'avoir des discussions et pousser plus loin la réflexion. Elle ajoute qu'on a des employés au quotidien au front. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien pour avoir une bonne structure, un bon service à la population. On a besoin que tous les intervenants mettent l'épaule à la roue. Malgré ce que son nom indique, la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda n'est pas gérée directement par la Ville. Il s'agit plutôt d'un organisme à but non lucratif dont le principal bailleur de fonds est la Ville de Rouyn-Noranda. Bien qu'elle soit consciente que de nombreux organismes à but non lucratif traversent des temps difficiles,
la mairesse Diane Dallaire s'est tout de même dite surprise d'apprendre la démission de la directrice générale et du conseil d'administration de la bibliothèque. Elle fait remarquer qu'on est bien triste d'apprendre le départ de tous ces gens impliqués, mais on comprend que les enjeux pour plusieurs organismes, ce sont quand même des défis importants depuis quelques années au niveau budgétaire et à d'autres niveaux. Selon nos sources, le déficit de la bibliothèque municipale avoisine les 200 000 $. Aucun membre du conseil d'administration n'a souhaité commenter dans le cadre d'une entrevue. Mais selon l'une de nos sources, des propositions visant à aider la bibliothèque à se sortir de son déficit ont été formulées à la ville de Rouyn-Noranda, mais celles-ci n'ont pas été retenues. Myriam Lefebvre assure ne pas en tenir rigueur à la ville. Ce qu'elle entend de la ville, ce n'est pas un non, on ne veut pas aider la bibliothèque. C'est plutôt qu'il faudrait faire une analyse exhaustive de la situation réelle pour qu'avant d'aller chercher dans la poche des citoyens, on s'assure des vraies sommes dont on a besoin pour desservir la population. Elle ajoute qu'aucune malversation n'est à l'origine du déficit. Il n'en demeure pas moins que des questions subsistent sur les mesures à prendre pour amener les dépenses à flot. Questionné sur une possible contribution de la Fondation de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, son président, Luc Sigouin, s'est montré catégorique. La Fondation n'aidera jamais à payer des salaires, l'électricité ou du chauffage pour la bibliothèque. On est uniquement là pour supporter l'achat de volume. Lorsqu'on sollicite des gens, on leur dit que l'argent que vous allez donner à la Fondation va servir seulement à l'achat de livres. C'est un peu le gaz dans le moteur, les volumes et les documents dans une bibliothèque. Malgré un contexte trouble, la mairesse Diane Dallaire tient à se faire rassurante. Tous les services continueront d'être offerts normalement à la bibliothèque municipale. Madame Dallaire reconnaît que les annonces ont provoqué de l'inquiétude chez les employés, dont certains ont craint pour leur emploi. On a rencontré les employés pour les rassurer. Depuis le 18 décembre, Jean Mercier, un cadre de la ville ayant déjà occupé le poste de directeur de la bibliothèque, prendra en charge la fonction de façon intérimaire. Diane Dallaire, Myriam Lefebvre et Luc Sigouin en conviennent, le contexte impose une réflexion quant à la possible prise en charge de la bibliothèque par la ville de Rouyn-Noranda. L'analyse doit être faite assurément, une bonne fois pour toutes, en profondeur pour s'assurer que c'est le bon choix. Il y a des avantages à être un OBNL, il y a des avantages à être municipalisé. Donc, il faut prendre le temps de faire cette analyse-là pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir de la bibliothèque. La majorité des bibliothèques au Québec sont municipalisées, mais il en demeure qui sont des organismes à but non lucratif. Luc Sigouin, qui a occupé pendant près de 20 ans la fonction de directeur de la bibliothèque, croit qu'il est temps pour un changement, soit devenir municipal. L'Abitibi-Témiscamingue et ses quelques 150 000 habitants comptent 103 hygiénistes dentaires, un nombre inférieur à la moyenne québécoise et canadienne. Il manque une vingtaine de ces professionnels pour corriger la situation, estime l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Une seconde clinique d'hygiène dentaire ouvre ses portes en Abitibi-Témiscamingue, tandis que l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec propose d'instaurer des programmes de formation dans la région pour enrayer la pénurie de professionnels de ce domaine. La clinique d'hygiène dentaire du Nord de Cassandra Gilbert ouvre ses portes à Val-d'Or. La phobie du dentiste est peut-être bien réelle, mais les soins bucco-dentaires n'en demeurent pas moins indispensables. La professionnelle, qui œuvre depuis 11 ans dans le milieu, est désormais à la tête d'une clinique sans dentiste qui offre exclusivement des soins d'hygiène dentaire. L'établissement est le second du genre en Abitibi-Témiscamingue. Depuis 2020, les hygiénistes dentaires peuvent exercer leur profession de façon autonome, sans la supervision d'un dentiste. Cette revendication de longue date de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec se traduit par l'ouverture d'une cinquantaine de cliniques depuis 3 ans à travers la province. Le rôle des hygiénistes dentaires, c'est la prévention et aussi le dépistage. Madame Gilbert mentionne qu'elle veut bien prendre le temps avec ses clients de leur montrer comment améliorer leurs conditions bucco-dentaires.
Avec 18 hygiénistes supplémentaires à temps complet, l'Abitibi-Témiscamingue atteindrait la moyenne canadienne. C'est beaucoup considérant que la technique d'hygiène dentaire n'y est pas offerte. La région compte 103 hygiénistes dentaires, un nombre qui établit son ratio à 69 hygiénistes par tranche de 100 000 habitants. Le reste du Québec en compte davantage avec un ratio de 79 hygiénistes par 100 000 habitants, tout comme l'Ontario avec 92 hygiénistes par 100 000 habitants. Ce ratio s'élève à 81,5 pour l'ensemble du Canada. Jean-François Lortie, président de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, signale que ce que nous aimerions atteindre comme objectif, c'est le ratio de l'Ontario. C'est la province où il y a la meilleure offre de soins dentaires avec ses 92 hygiénistes dentaires par tranche de 100 000 habitants. L'une des professions sœurs, soit celle de dentiste, ne fait pas exception. Quelques appels à des cabinets de Val-d'Or révèlent que certains dentistes n'acceptent plus de nouveaux patients. Dans d'autres cas, les gens en quête d'un dentiste doivent patienter sur une liste d'attente. Le tableau de l'Ordre des dentistes du Québec recense 48 membres actifs en Abitibi-Témiscamingue pour l'année 2022-2023. Il y en avait 54 en 2018-2019, ce qui représente une diminution d'environ 11 %. Le nombre de dentistes inscrits au tableau de l'Ordre a aussi reculé légèrement lors de la même période au Québec, passant de 5 411 membres actifs en 2018-2019 à 5 392 membres actifs en 2022-2023. Des études démontrent que la santé bucco-dentaire est étroitement liée à la santé globale. À son compte, Cassandra Gilbert estime pouvoir prendre en charge jusqu'à 1 500 patients. Jean-François Lortie invite le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à établir des partenariats avec d'autres organisations collégiales, comme le Cégep de l'Outaouais, pour connaître le bassin de professionnels dans la région. Le Cégep de l'Outaouais, qui offre la technique d'hygiène dentaire, pourrait, par exemple, délocaliser une partie de sa formation dans la région. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est favorable à l'idée, bien que le directeur général Sylvain Blais précise qu'il est trop tôt pour définir un échéancier. D'autant plus que l'organisation s'apprête à instaurer prochainement 2 nouvelles techniques, soit celles de physiothérapie et de technologie de l'architecture. Dans un avenir probable, c'est quelque chose que le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a de l'intérêt à développer. Sylvain Blais souligne que le Cégep n'exclut pas d'instaurer un programme d'hygiène dentaire, mais se concentre actuellement sur l'implantation des programmes de physiothérapie et d'architecture pour l'automne prochain. C'est bien beau de vouloir lancer un nouveau programme, mais encore faut-il être capable de l'enseigner. Pour répondre aux besoins de pénurie de main-d'œuvre, il faut former davantage de professionnels, mais nous subissons aussi la pénurie de gens qualifiés capables de les former. Consulter un hygiéniste pour des soins préventifs ne substitue pas le besoin de consulter régulièrement un dentiste pour un examen bucco-dentaire et des soins curatifs. Il est essentiel que la population saisisse ces distinctions pour éviter de se méprendre sur le rôle des cliniques d'hygiène et de celui des cliniques dentaires. Il faut comprendre que seul le dentiste a vraiment l'expertise et la formation nécessaires pour diagnostiquer et traiter des maladies bucco-dentaires. Au-delà de la carie, on peut penser notamment au dépistage des cancers buccaux, des troubles de l'ATM et l'apnée du sommeil. Les hygiénistes doivent diriger les patients vers un dentiste lorsqu'ils décèlent quelque chose de louche. Le cas échéant, l'hygiéniste dentaire entre en contact avec un dentiste avec l'autorisation du patient pour coordonner les rendez-vous. L'Ordre des dentistes du Québec songe à collaborer avec différentes instances pour inciter les dentistes à s'instaurer dans des régions éloignées. La grande star internationale du rock, Bryan Adams, sera l'une des têtes d'affiche du festival Ossisco en lumière de Rouyn-Noranda en août 2024. L'auteur, compositeur, interprète canadien a annoncé dans une entrevue au Journal de Montréal qu'il sera à Rouyn-Noranda le 9 août prochain. L'information a ensuite été confirmée par Frédéric Roy Hall, le directeur général de l'organisme Ossisco en fête.
Ce n'était pas prévu de l'annoncer maintenant, mais ce sont des choses qui arrivent avec des artistes internationaux. Les billets seront en vente à compter du 12 décembre. L'organisation s'attend d'ailleurs à un record de vente de billets. C'est le plus gros artiste qu'on aura jamais reçu à Osisko en lumière. Nos attentes sont bonnes pour les ventes de billets. On s'attend à beaucoup de monde. Bryan Adams est notamment reconnu pour ses grands succès Summer of '69, Heaven, Me Voilà et Everything I Do It For You. Un tremblement de terre d'une magnitude de 3,9 secoue l'ouest du Québec. Selon Séisme Canada, le tremblement de terre s'est produit à 15h19 le 17 décembre 2023 à une profondeur de 18 km. Aucun dommage n'a été signalé jusqu'au dimanche soir. L'événement s'est produit à environ 128 km au sud-est de Val-d'Or, à 111 km au nord-ouest de Maniwaki, à 212 km au nord-ouest de Gatineau et à 219 km au nord-ouest d'Ottawa. Le plus récent tremblement de terre au Québec a eu lieu le 24 septembre 2023 à environ 25 km au nord-est de Montréal. Il a été mesuré à 3,3 sur l'échelle de Richter. Le plus grand séisme moderne enregistré sur le sol québécois a eu lieu en 1935, d'une magnitude de 6,1 dans la région de Témiscamingue en Abitibi-Témiscamingue. Le séisme du Saguenay en 1988 arrive en deuxième position avec une magnitude de 5,9. Le régime d'assurance dentaire du gouvernement fédéral sera progressivement mis en place en 2024. Les demandes d'adhésion devraient être disponibles dès cette semaine, en commençant par les personnes âgées de plus de 87 ans. Il faudra cependant attendre plusieurs mois avant qu'elles puissent commencer à réclamer les prestations. L'accord prévoit un régime qui offrirait des prestations dentaires directement aux Canadiens à faible et à moyen revenu sans assurance privée. L'admissibilité s'élargira progressivement au cours de l'année prochaine pour inclure toutes les personnes âgées de plus de 65 ans admissibles d'ici mai 2024, puis les enfants de moins de 18 ans et les personnes handicapées d'ici juin. Les premières personnes inscrites au programme devraient pouvoir commencer à réclamer des services dentaires en mai. Le gouvernement vise à rendre le programme disponible à tous les Canadiens admissibles en 2025. Une fois que le programme sera pleinement étendu, il sera accessible à environ 9 millions de personnes, ce qui en fera le plus grand programme social du gouvernement fédéral. Le coût est estimé à 13 milliards de dollars sur les 5 premières années. Pour être admissibles, les candidats doivent être des résidents canadiens dont le revenu familial est inférieur à 90 000 dollars et sans assurance privée. Le gouvernement vérifiera les critères par rapport aux déclarations de revenus des candidats et a exigé que les employeurs déclarent sur les formulaires fiscaux T4 si leur employé bénéficie d'une couverture dentaire. Cela signifie que les personnes qui n'effectuent pas leur déclaration de revenus n'auront pas accès au programme. L'admissibilité des personnes handicapées, basée sur le fait qu'elles bénéficient ou non d'un crédit d'impôt pour personnes handicapées, sera maintenue au moins jusqu'à ce que le programme soit étendu à toutes les personnes qui se situent sous le seuil de revenu fixé. L'entente entre le NPD et les libéraux prévoit que le programme doit être lancé pour les personnes âgées, les enfants de moins de 18 ans et les personnes handicapées d'ici 2024. Même si le tout sera déployé progressivement au cours de l'année prochaine, le porte-parole du NDP en matière de santé, Don Davies, a assuré que son parti était ravi qu'un programme concret soit en marche avant la date limite, surtout si une approche graduelle permet un déploiement plus fluide. Les services offerts, y compris les nettoyages préventifs des dents, les traitements et les prothèses amovibles, reflèteront étroitement les services offerts aux membres des Premières Nations et aux Inuits inscrits dans le cadre du programme des services de santé non assurés. Une fois que le nouveau programme fédéral sera lancé,
les gens pourront apporter leur carte de prestation aux pourvoyeurs de soins dentaires enregistrés qui présenteront la demande en leur nom. Les libéraux souhaitent que la couverture s'harmonise avec les prestations de santé dentaire fédérales et provinciales existantes, mais le gouvernement est toujours en train de négocier avec chaque province quel programme serait le principal payeur. Les personnes bénéficiant des prestations dentaires fédérales existantes, notamment les réfugiés, les anciens combattants et les membres des Premières Nations, seront admissibles au nouveau programme fédéral. Jusqu'à présent, il n'est pas prévu de fusionner les programmes. Le gouvernement a signé un contrat de 750 millions de dollars avec Sun Life Assurance Canada pour gérer les réclamations. Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, avait annoncé précédemment une entente de 15 millions de dollars avec l'entreprise pour préparer le terrain en septembre. Une copie de cet accord, obtenue grâce à la loi sur l'accès à l'information, montre que le travail comprend les préparatifs pour l'inscription des prestataires de soins dentaires ainsi que la mise en place d'un site web et d'un centre d'appel pour répondre aux questions des prestataires de soins bucco-dentaires et des participants au régime. Le gouvernement prévoit commencer à envoyer des lettres à la première cohorte de candidats potentiels la semaine prochaine et il a créé son propre centre d'appel pour inscrire les personnes âgées au programme. En mai, le processus d'inscription devrait passer à une plateforme en ligne. Une fois que le gouvernement aura confirmé l'admissibilité du demandeur, Sun Life entamera le processus d'inscription. Voici une nouvelle qui réjouira les retraités. Le régime des rentes du Québec sera augmenté de 6,5 % pour la prochaine année. On parle ici du même taux d'augmentation que cette année. Normalement, l'augmentation se situe autour de 2 à 2,5 % annuellement. Mais comment déterminer le taux d'augmentation? Pour ce faire, on prend la moyenne des PIB de l'année pour déterminer le taux d'augmentation du régime des rentes du Québec. Plus de 1,1 million de Québécois prennent des médicaments pour contrôler leur taux de cholestérol, soit 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Un Québécois sur 4 assuré par le régime public consomme des médicaments contre le cholestérol, la consommation d'hypertenseurs pour stabiliser la pression artérielle, ainsi que de médicaments pour contrôler le diabète sont aussi en très forte hausse, révèlent des données exclusives obtenues auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ. Le gouvernement, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, ainsi que la Ville de Montréal et la Ville de Québec ont officiellement écrit une nouvelle page d'histoire en signant la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité. Ce nouveau partenariat met fin aux pactes fiscaux sur 5 ans et ouvre la voie à une nouvelle ère de collaboration basée sur des priorités communes ainsi que sur des engagements réciproques. Cette relation renouvelée permettra d'agir concrètement face aux défis qui touchent toutes les communautés et de faire évoluer la politique fiscale municipale ainsi que les programmes de transfert de façon plus efficiente au bénéfice de tous les citoyens. Les priorités communes établies sont les suivantes. Mener des actions pour l'adaptation et la transition climatique, encourager et soutenir le développement d'une offre suffisante de logements de qualité, venir en aide aux personnes vulnérables, soutenir l'aménagement durable du territoire au bénéfice de la population et de l'ensemble des communautés, assurer l'entretien et planifier le renouvellement des infrastructures municipales, notamment en eau. Le secteur manufacturier veut de la formation comme remède à la pénurie de main-d'œuvre. Voilà le constat du milieu manufacturier du Québec qui en appelle d'une part à plus de soutien de la part des gouvernements et de l'autre à une revalorisation d'une carrière dans le milieu. Le problème, c'est que la situation économique actuelle émet trop de pression sur les entreprises selon Frédéric Véraud,
directeur général chez les chantiers Chibougamau, qui possède des usines à La Sarre et à Béarn. Avec plus de 21 000 postes vacants dans le secteur au Québec, 6 entreprises sur 10 affirment n'avoir d'autre choix que de refuser des contrats selon les résultats du sondage du MEQ. Chose certaine, la présidente directrice générale chez Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Véronique Proulx, croit en l'immigration comme levier important pour la réussite du domaine manufacturier en région. Comment se présente le marché immobilier au Canada en 2024? Les citoyens canadiens sont nombreux à être aux aguets de la première indication selon laquelle la Banque du Canada se préparait à réduire les taux d'intérêt en 2024. Au cours des dernières semaines, quelques bonnes nouvelles se sont additionnées qui peuvent servir d'indicateurs quant à l'avenir des taux d'intérêt. D'abord, les obligations sur 5 ans du gouvernement du Canada ont chuté précipitamment depuis la mi-octobre pour atteindre 3,8 %, soit leur niveau le plus bas depuis la fin de l'été, a fait remarquer mercredi dernier le courtier hypothécaire Robert Jennings. Selon lui, cet indice est généralement le seul à influencer de manière significative les taux hypothécaires fixes au Canada. Un autre indicateur économique pointe aussi dans la bonne direction. En tant que courtier hypothécaire, nous voyons déjà les taux fixes diminuer parce que l'inflation est en baisse. L'indice des prix à la consommation américain a été inférieur à la moyenne. Je ne prétends pas être économiste. Le rendement des obligations peut remonter aussi vite qu'il a baissé, mais nous devrions bénéficier d'un certain allègement des taux en 2024, a-t-il détaillé à Canadian Mortgage Professional. Alors que les augmentations des taux d'intérêt au cours des 20 derniers mois ont jeté un froid sur le marché immobilier du pays, certaines provinces peuvent espérer éviter le marasme. Selon M. Jennings, la province de Terre-Neuve devrait connaître une année stable et régulière, marquée par des progrès graduels plutôt que par une croissance spectaculaire. La province la plus durement touchée par le ralentissement reste l'Ontario. L'économiste en chef adjoint de la Banque royale du Canada, Robert Hogg, indique en effet que pandémie exclue, les reventes de maisons y ont atteint leur niveau le plus bas depuis l'effondrement financier mondial de la fin des années 2000. Le marché de la capitale nationale a toutefois défié récemment les pronostics alors que les ventes résidentielles ont augmenté de 6 % au mois de septembre. Dans l'ensemble du pays, rien n'indique que le marché s'inversera en 2024 et connaîtra une nouvelle poussée, a par ailleurs précisé M. Hogg, moins optimiste que M. Jennings. Le pire de la pénurie de main-d'œuvre est à venir, alarme le Conseil du patronat du Québec. Pendant ce temps, les entreprises font des pieds et des mains pour maintenir leur activité. Selon le CPQ, la crise devrait atteindre un sommet en 2030 si des mesures ne sont pas adoptées. Des experts demandent de l'aide afin de réduire le fardeau fiscal des petites et moyennes entreprises qui pourront offrir des salaires plus compétitifs aux employés. Mais actuellement, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante estime que les PME ont perdu 19 milliards de dollars en 2021-2022. Le manque de main-d'œuvre fait en sorte que des employés chargent un nombre incroyable d'heures supplémentaires, des entreprises sont dans l'obligation de refuser des contrats et des commerces doivent réduire leurs heures d'ouverture. Le copropriétaire de la Maison du Pain, Jonathan Boivin, a préféré faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Il confirme que le processus est beaucoup trop long et qu'il y a trop de paperasse à remplir, ce qui démotive les gens à poursuivre leur démarche. Des experts demandent au gouvernement à Québec et à Ottawa d'apporter des changements pour alléger la crise de la pénurie de main-d'œuvre. On leur demande d'apporter une aide de motivation, de réduire le fiscal des PME afin de leur permettre d'offrir de meilleurs salaires, des salaires plus compétitifs, ainsi que de réduire le délai de traitement pour travailleurs venant de l'extérieur. Le pire de la pénurie de la main-d'œuvre serait prévu en 2030. Au début de 2024,
Les prix des résidences pourraient chuter de 10 % au Canada, selon la banque TD. Selon la deuxième plus grande banque au Canada, cette baisse des prix serait due à une augmentation de l'offre de logements dans 2 provinces, ce qui ferait revoir à la baisse la moyenne de prix. En effet, le relâchement des marchés serait plus important que prévu en Ontario et en Colombie-Britannique, selon l'analyse de la TD publiée mercredi passé. Il convient toutefois de mettre les choses en perspective. Une baisse de 10 % des prix moyens des logements les laisserait tout de même 15 % plus élevés que les niveaux d'avant la pandémie. Selon l'institution bancaire, le fait que la Banque du Canada réduira ses taux d'intérêt vers la fin du deuxième trimestre de 2024 empêche une baisse plus importante. Rappelons que la chute semble s'être amorcée en octobre dernier, alors que l'Association canadienne de l'immeuble avait indiqué que le taux national d'accès à la propriété avait baissé à 49,5 % en octobre, soit son niveau le plus bas en 10 ans. Taux d'intérêt de bonnes nouvelles au printemps 2024. Ce sont vraiment les effets restrictifs des hausses des taux d'intérêt qui commencent à s'accumuler, explique Benoît Durocher, économiste principal au Mouvement Desjardins. La hausse des taux d'intérêt a donc réduit le pouvoir d'achat des consommateurs, mais aussi réduit les exportations. C'est aussi le reflet d'une demande étrangère qui est au ralenti. C'est la même chose partout dans le monde et ça s'est reflété particulièrement au troisième trimestre au Canada. La demande intérieure est anémique, les dépenses de consommation qui rencontrent certaines difficultés, ajoute-t-il. L'idée de voir une légère récession n'est pas exclue non plus. Ce n'est pas par plaisir qu'on ralentit l'économie canadienne et québécoise, mais c'est pour ralentir les pressions à la hausse sur les prix qu'on observe depuis un certain temps. On s'en va dans la bonne direction, c'est quand même la bonne nouvelle, précise l'économiste. L'inflation a fléchi au cours des derniers mois et se rapproche de la cible de 2 % de la Banque du Canada. Probablement qu'au printemps 2024, les conditions seront réunies pour commencer à réduire graduellement les taux d'intérêt au Canada, estime Benoît Durocher. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Au nom de toute l'équipe de TV Témis, je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes. Profitez bien de ces moments précieux en famille et entre amis. L'équipe de TV Témis fera relâche pour la période des fêtes et sera de retour la semaine du 7 janvier. Cependant, TV Témis vous a préparé une programmation spéciale et pleine de surprises. Faites-nous part de vos commentaires. On se revoit le 8 janvier pour une émission d'Info Témis. Au revoir!